Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue à cette énième session éco que le ministère de la Santé organise. Nous avons pris cette initiative il y a déjà plus d'un an, lorsque nous avons compris avec l'expérience de COVID-19 qu'il était facile aussi parfois de partager des connaissances en utilisant Internet en utilisant même des réunions virtuelles. Ça s'est vraiment vulgarisé et c'est comme ça qu'avec le projet ECO, cette initiative a été lancée. Plusieurs sessions ont déjà été tenues, sessions conduites principalement par la Direction de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies, dans le but de préparer tous les acteurs à pouvoir détecter précocement toute urgence de santé publique et pouvoir également répondre dans les délais. Et pour détecter, nous avons besoin de mettre en œuvre plusieurs capacités, parmi lesquelles la surveillance, qui est vraiment le fait pour tous les acteurs du système de santé, voire même pour tout citoyen camerounais de rester en alerte et de pouvoir identifier toute situation pouvant porter atteinte à la santé des populations. Cette surveillance-là aboutit également à la gestion des données, l'utilisation des données de santé publique pour aider à la prise de décision. Et nous avons donc vu que de plus en plus, les systèmes de surveillance sont, on va dire quoi, sont digitalisés. Et lorsqu'on parle de surveillance, nous avons également d'autres types de données que nous collectons de, en dehors d'avoir juste les données sur les décès en termes de nombre de décès. Ça, nous avons aussi eu plusieurs webinaires qui introduisaient la surveillance de la mortalité, plus d'un webinaire. Et ce webinaire sur l'introduction de la classification internationale des maladies s'inscrit dans la continuité qui montre bien la liaison entre les services de santé publique, mais aussi les services hospitaliers, à la fois pour avoir des données fiables qui portent sur les décès qui surviennent dans un pays. De quoi est-ce que les personnes meurent? Où est-ce que ces personnes meurent? Il y a eu des initiatives, comme vous avez vu avec l'OMS, pour harmoniser donc dans le monde entier la façon d'identifier les décès, de les coder et surtout de se rassurer que les pays mettront en place un système qui permettra donc de capter ces données-là de façon pérenne afin, comme je le disais, de contribuer à la prise de décision. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir comme orateurs les experts de l'OMS, notamment Dr Moussa Traoré de l'OMS Afro, que vous avez déjà eu le privilège d'avoir lors d'une précédente séance qui nous introduisait les concepts sur la surveillance de la mortalité. Nous avons Madame Alsok Karine de l'OMS Genève qui va également intervenir pour nous dire ce qui est fait sur le plan global afin d'aider les pays à mettre en œuvre cette initiative de classification internationale des maladies. Nous aurons le docteur Zoa Otou, qui est médecin légiste, qui travaille à la direction de l'Organisation des soins et de la technologie sanitaire. Il nous entretiendra sur l'implémentation de la classification internationale des maladies au Cameroun, comment c'est mis en œuvre, bien évidemment, après la présentation de Dr Foulou Annick, qui est médecin biologiste et expert également en surveillance de la mortalité. Donc, nous allons demander que la première présentation soit calée. On va commencer donc sur les généralités sur la classification internationale des maladies avec le docteur Moussa Traoré, comme je l'ai dit, qui est médecin expert en santé publique et qui travaille à l'OMS Afro. Il fera la présentation conjointement avec Madame Annick, qui est à l'OMS Genève et actuellement chargée de tenir à jour la famille des classifications internationales de l'OMS comme la classification internationale des maladies. Nous en sommes à la 11e édition. Elle est aussi chargée à aider les pays à coder et à notifier les décès, bien évidemment avec la collaboration de l'OMS Afro. Il faut dire qu'elle a travaillé au ministère de la Santé publique
par le passé où elle a contribué à développer les outils pour la surveillance de la mortalité et de la morbidité. Vous comprenez donc que nous avons le privilège d'avoir ceux qui ont implémenté ou bien qui suivent l'implémentation de la classification internationale des maladies au niveau mondial. Je vous remercie encore, à Karine et Dr Moussa Traoré, pour votre disponibilité permanente à accompagner les pays et surtout le Cameroun dans cette implémentation-là. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Dr Traoré. L'équipe technique, si vous pouvez mettre la présentation à mode diaporama. Ok. Bon après-midi tout le monde. Vous voyez mon écran? Ok. Oui, très bien. Alors, merci beaucoup, Madame Milonga. C'est un vrai plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Pour moi, c'est la deuxième fois de participer à ces sessions des webinaires qui sont aussi très instructives pour nous autres en apprenant les expériences des autres pays. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, comme vous l'avez annoncé, nous allons faire une introduction sur la classification internationale de la maladie, la version 11. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons parler brièvement de la CIM 11 et avec les questions que nous allons pouvoir éventuellement répondre, nous allons pouvoir fournir plus de détails. Et je le ferai avec ma collègue Karine, comme vous l'avez déjà annoncé. Alors, quand on parle de classification internationale des maladies dans le passé, très souvent, on a eu l'impression que c'est quelque chose de très compliqué. On se posait la question pourquoi, etc. Alors, en préambule, comme vous le savez, dans nos pays, souvent dans nos centres de santé, dans nos registres de consultation, que ce soit des consultations externes ou d'hospitalisation, on met les différentes maladies avec différents noms. Par exemple, souvent on peut mettre VIH, VIH-Sida, etc. On peut aussi utiliser, ça c'est au niveau national, alors on peut aussi utiliser différents langages. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde globalisé. Au sein de l'Afrique, nous avons différentes langues, le français, l'anglais, le portugais et même l'espagnol. Alors, c'est important d'avoir un langage commun où nous pouvons communiquer, surtout en termes statistiques, pour pouvoir faire des analyses des données sur la santé et prendre des décisions au niveau national, régional et même au niveau global. Alors, c'est dans cette optique que l'OMS a mis en place ce qu'on appelle la famille de classification internationale de l'OMS, qui est constituée. L'objectif de ce package de classification, c'est de compiler et de comparer les informations sur la santé d'une manière intégrée, comparable au niveau national et international, comme je l'ai dit tantôt. Moussa, Euh, désolée de oui. t'interrompre. On ne voit pas les slides. C'est toujours à l'introduction. Donc, les Ah, diapos ne changent pas. ça ne change pas. Désolé, Non, hein. pas de Alors, souci. On est juste... sûrement, je dois avoir un problème de... Oups. Merci, vous mettez un mot diaporama aussi. Ah, bon. Je suis en train de travailler sur plusieurs écrans. Si tu veux, moi, j'ai les diapos. Je peux les partager. Oh, ok, s'il te plaît. Mais arrête ton partage pour que je puisse partager. D'accord, une seconde. L'équipe des techniciens, est-ce que vous pouvez arrêter son partage parce que c'est visible toujours et je ne peux pas partager mieux. Oui, attends, Allez, c'est bon. Et là, C'est c'est bon, bon? vous pouvez déjà Ok, partager. ok. Là, je pense que tu es sur ce slide. Et vous On commence voyez, à la deuxième. oui, mais vous voyez en plein écran. Oui, 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 on voit l'écran. Voilà, Ah, c'était ici.
Alors, je parlais de la famille de classification internationale de l'OMS qui a été mise en place pour compiler, comparer les informations sur la santé d'une manière intégrée et comparable au niveau national et international. Il s'agit d'avoir une seule compréhension des différentes maladies, de pouvoir mettre les mêmes données ensemble et avoir des statistiques cohérentes et aussi d'avoir un cadre de langage commun pour rapporter, compiler, utiliser et comparer les informations sur la santé à différents niveaux. Next. Alors, la famille de la classification de l'OMS est composée de trois classifications. Nous avons la classification internationale des maladies, dont nous sommes à la 11e version, qui est fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Nous avons aussi la classification internationale du fonctionnement et de l'handicap. Et nous avons aussi la classification internationale pour les interventions de santé. Et ces trois classifications sont complémentaires, surtout quand il s'agit d'aller vers la couverture sanitaire universelle. Next. Alors, qu'est-ce que c'est que la classification internationale des maladies, de façon générale? Il s'agit d'enregistrer, de codifier les maladies, les blessures, et les facteurs internes de maladie qui peuvent être, par exemple, des suicides, etc. La sécurité des patients pour comprendre la santé de la population. Il est utilisé pour classer les maladies et autres problèmes de santé. Next. Alors, il permet ainsi la normalisation et l'intégration des données de santé et fournit une base pour la compilation des statistiques de mortalité et de morbidité. Comme je l'ai dit tantôt, il s'agit pour chaque maladie qu'on puisse avoir un code unifié, que ce soit au sein d'un même pays, que ce soit au niveau régional, national, régional et même au niveau global, afin qu'on puisse prendre des mesures de santé publique, comme Madame Bilongo l'a annoncé au début. Quand Covid était arrivé, c'est devenu un problème de santé publique mondial. Alors, il fallait qu'on ait un système de classification bien clair pour pouvoir codifier la maladie et pouvoir prendre des mesures de santé publique au niveau global, bien sûr, en commençant par le niveau national. Alors, la CIM 11, c'est à la fois une terminologie et aussi une classification. Ça permet de fournir des termes par rapport aux maladies et aussi de les classifier suivant des codes bien donnés. Next. Alors, quel est son objectif? Alors, il est utilisé pour traduire les diagnostics des maladies et autres problèmes liés à la santé à un code alphanumérique. Alors, comme vous le savez, quand on parle d'une maladie, on dit paludisme. Quand on parle de paludisme, ça permet de traduire le terme paludisme à un code alphanumérique qui est unique et qui est compréhensible à travers le monde entier et qui permet d'être stocké, extraite et aussi analysé à tous les niveaux. Et ces informations peuvent être utilisées pour des besoins dans le cadre de l'épidémiologie, dans le cadre de la planification et la réalisation de l'allocation des ressources, des services de santé, le suivi de l'impact des interventions. J'aime donner souvent un exemple assez important, par exemple, par rapport à la mortalité. Avant, c'était les maladies transmissibles qui tuaient beaucoup la population, mais actuellement, la tendance est en train d'être inversée. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est maintenant les maladies non transmissibles. Alors, avec un bon système pour la certification médicale des causes de décès, avec un bon système pour la classification des maladies, on peut savoir qu'est-ce qui tue vraiment la population et comment on peut allouer les ressources au bon endroit afin d'améliorer les conditions sanitaires de la population dans la mesure où les ressources sont très limitées actuellement. Next. Alors, quelle est la structure de la CIM 11? Alors, la CIM 11 contient environ 17 000 codes uniques. Autrement dit, 17 000 maladies répertoriées et plus de 130 000 termes codables, qui sont les termes de recherche. Et c'est entièrement numérique, contrairement à la CIM, aux versions antérieures de la CIM, qui étaient des gros livres.
où c'était vraiment compliqué. Et c'est pour la raison pour laquelle, dans la région africaine, il y a beaucoup de pays qui n'avaient jamais utilisé une seule version de la SIM. Mais avec cette version numérique, vous allez voir plus tard sur la carte que les choses sont vraiment en train d'évoluer. Alors, c'est un algorithme de codage intelligent qui permet d'interpréter désormais plus de 2 millions de termes. Il y a vraiment une intelligence artificielle dedans où quand on fait des codifications, souvent la machine permet aussi d'anticiper. Alors, il y a aussi la fonctionnalité en ligne et hors ligne. Ce qui est quelque chose aussi de très innovant. Comme vous le savez, dans nos pays africains, nous avons des structures sanitaires qui sont très isolées où il y a des problèmes d'accès à Internet. Même s'il y a une couverture Internet, le débit de l'Internet est faible. Alors, avec la version hors ligne, on peut l'installer sur une machine en local et le clinicien peut faire la codification sans problème. Et c'est un outil de codage de pointe qui permet de coder facilement tous les détails. Alors, comme vous le savez, c'est contrairement à la SIM10, on peut donner des détails par rapport aux différentes maladies. On peut donner des détails sur la latéralité, sur la sévérité et sur d'autres paramètres en fonction de ce que le pays peut décider. Il y a un guide de références numériques en ligne où on peut trouver tout ce qu'il y a référence à utiliser pour apprendre la SIM11, pouvoir l'utiliser. L'autre chose qui est aussi très innovante, c'est l'API intégrée multilingue, français, anglais, espagnol. C'est une application, une interface qui permet de connecter le conteneur de la SIM11 avec la plupart des applications, notamment le DHS2. J'ai parlé de Open Clinic où nous avons fait ça au Burundi et d'autres applications, ce qui fait vraiment un truc très important. Next. Alors ici, je vais aller très rapidement ici. Une autre collègue va parler de ça. Alors, en termes de termes clés pour pour la SIM11, nous avons ce qu'on appelle les codes racines, qui constituent des codes uniques pour les maladies. Nous avons des codes d'extension qui permettent de donner des détails sur la maladie. Et nous avons les codes groupés qui constituent, si nous avons deux maladies, qu'il faut combiner. Next. Alors, nous avons ce qu'on appelle la post-coordination et à travers la post-coordination qu'on peut donner des détails sur la maladie, mais il y a ce qu'on appelle la post-coordination obligatoire et la post-coordination facultative. La post-coordination obligatoire, elle est très importante et ça permet de façon intuitive de pousser les cliniciens à donner des diagnostics assez clair, plus clair, et à éviter les erreurs de diagnostic. Maintenant, en ce qui concerne la post-coordination facultative, comme je l'ai dit, c'est le choix du pays et ça permet de donner des détails par rapport à la maladie, sur la sévérité, la latéralité, etc. Ça, c'est vraiment un choix du pays. Next. Alors, quelles sont les considérations stratégiques clés pour la mise en œuvre de la SIM11 dans un pays? Bien sûr, il y a le plaidoyer et la diffusion. Bien sûr, il faut une volonté politique au niveau national pour pouvoir le faire. Alors, il faut élaborer une stratégie de mise en œuvre et de déploiement. Il faut une participation de toutes les parties prenantes au niveau du pays, pas seulement du ministère de la Santé, mais aussi de l'État civil et d'autres partenaires, les services en charge des statistiques. Il faut une institutionnalisation des connaissances à travers l'intégration des modules de formation dans le curriculum des agents de santé. Il faut avoir un système continu de maintenance du système pendant la transition. Il faut le développement continu des capacités des ressources humaines et il faut une mobilisation des ressources. C'est pourquoi il est important d'avoir tous les partenaires à bord durant la phase de préparation et de mise en œuvre. Il faut une identification des cas d'utilisation, notamment il faut faire des pilotages et il faut intégrer la SIM11 dans les outils de ces systèmes existants, notamment les DHS2 ou si le pays est en train d'utiliser un système de gestion hospitalière, par exemple. Next. Alors, enfin, ici sur la carte, vous pouvez voir, malheureusement, je n'ai pas mis la carte qu'on avait fait durant l'enquête score pour comparer un peu l'évolution de la chose.
Alors, on peut voir ici qu'il y a encore beaucoup à faire dans la région africaine pour l'implémentation de la CIM 11. Il y a beaucoup de pays qui sont qui n'ont pas commencé, mais il y a beaucoup de pays aussi qui sont en préparation pour pouvoir commencer l'implémentation. Et il y a aussi un certain nombre de pays qui sont en phase pilote. Et il y a quand même quelques pays qui ont commencé et qui sont en train de codifier qui ont des données codifiées pour la mortalité et la morbidité dans la région africaine. Et je pense que le Cameroun est aussi en train de faire un grand pas dans ce sens-là. Et je passe la parole à ma collègue pour prendre la suite. Merci. Merci, Moussa. Et donc, en fait, on a voulu, après avoir expliqué, et Moussa a donné un petit résumé de ce qui est de la CIM 11, on a voulu vous présenter aussi les outils qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de matériaux disponibles pour vous aider à transitionner ou bien à implémenter et à mettre en œuvre la CIM 11 au Cameroun, que ce soit au niveau national, dans les hôpitaux, dans tous les projets, parce que la CIMO, c'est le langage standard qui est utilisé partout et qui pourrait être, comme l'a dit Moussa, utilisé avec des synonymes, avec des mots et du langage parlant et pas seulement le langage clinique, si vous avez des synonymes, des abréviations et tout. Donc, tout ce que vous devez savoir existe sur cette page. Ça, c'est la page d'accueil de la CIM11. Il y a le lien qui va vous guider vers le navigateur ou bien l'outil de codage. Il y a aussi les liens vers la plateforme de maintenance. Vous aussi, vous pouvez contribuer à l'amélioration de la CIM11 ou bien du langage ou de l'index de référence de la CIM11 en français. Donc, c'est là où vous pouvez contribuer, c'est la plateforme de maintenance. Nous avons un guide de référence qui est maintenant, le guide en français a été publié la semaine passée, la version 2023, et prochainement, on va publier la version 2024 en ligne. Donc, vous pouvez vous référer au guide de référence en français pour l'utilisation de la CIM 11. Et il y a aussi d'autres guides de mise en œuvre et l'interface API pour les techniciens qui veulent utiliser et bénéficier de la version API de la SIM. Ensuite, on a parlé du codage ou de l'outil de codage du navigateur. Donc, on a voulu vous donner comme un petit aperçu de ce que l'outil de codage est. On vous invite à vous-même aller visiter icd.who.int. Donc, là, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin sur vos ordinateurs locaux. Donc, la SIM 11 est disponible en ligne et hors ligne, mais on vous invite à aller et à voir pour que vous ayez une petite expérience comment l'outil de codage marche. Ici, on a juste mis cancer de l'estomac. On n'a même pas utilisé un terme technique. Et comme vous voyez, l'outil de codage a directement donné le code des tumeurs malignes de l'estomac. Donc, c'est un outil intelligent qui va vous donner le code SIM11 correspondant. Tous les outils de la SIM 11 existent dans 10 langues. Ce n'est pas seulement l'outil de codage qui existe. Donc, dans le cadre de la SIM 11, on a 10 langues, l'arabe, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, comme vous le voyez ici, le portugais, le russe, le turc et l'ouzbek. Et il y a 25 autres langues qui sont en train d'être traduites et qui vont être publiées. Donc, dans la région africaine, déjà, vous avez toutes les langues, la plupart des langues utilisées, et vous pouvez même commencer à traduire dans vos propres langues si au besoin. Ça dépend du besoin. Et donc, ça, c'est un autre exemple. Comme Moussa l'a dit, vous pouvez ajouter la latéralité. Regardez ici, droite, directement. Quand vous mettez droite, vous aurez les deux codes, celui de l'arthrose et celui du côté droit. Donc, c'est comme ça que c'est facile à utiliser et c'est vraiment rapide. Vous pouvez vous épargner le temps d'aller dans les bouquins de la SIM10 si vous utilisiez la SIM10 avant et de rechercher l'index. En quelques secondes, vous aurez le code nécessaire. Les médecins aussi pourront chercher des abréviations. Comme vous voyez ici, l'exemple que Moussa a mentionné, le paludisme. Vous pouvez rechercher malaria et directement, vous aurez non seulement le code, mais dans le navigateur,
vous pouvez regarder toute la linéarisation avec toutes les entités relatives au paludisme, non seulement l'identité correspondante ou l'entité correspondante. Ensuite, il existe beaucoup d'autres outils. Donc, ça, c'est l'outil de codage et le navigateur de la CIM11. Mais en parlant de la CIM11, ce n'est pas seulement les codes. Il y a beaucoup d'autres outils dans le cadre de la CIM11 que vous pouvez utiliser dans vos propres systèmes, dans vos propres flux de travail pour vous faciliter la tâche. Comme on est dans le monde de digitalisation, donc on essaye de presque tout digitaliser pour vous aider et soutenir les pays dans l'implémentation de la CIM11. Et du côté de morbidité, on travaille maintenant à créer un formulaire de déclaration de morbidité de l'OMS de façon numérique et de papier. Et ce formulaire est en développement pour vous aider aussi à développer vos systèmes en se basant sur ce formulaire, comme on l'a fait pour le formulaire de cause de décès de l'OMS, que peut-être plein d'entre vous le reconnaissent, celui de 2016. Il existe maintenant en numérique et vous pouvez développer vos systèmes suivant les spécifications du numérique de ce formulaire de cause de décès. On a aussi d'autres outils à vous aider pour la morbidité et l'utilisation dans les hôpitaux. Si vous avez des bases de données et des termes diagnostiques en français qui ne sont pas codés, que vous voulez coder et faire des statistiques dessus, on a un outil qu'on appelle CodeFusion. C'est un codage automatisé, là où vous pouvez ajouter des milliers de termes et les lancer. Et cet outil va donner les codes CIM11 relatifs aux termes offerts par les hôpitaux. Donc, ça pourrait vous aider à la manipulation de vos données. On travaille aussi sur un système international de groupe homogène de diagnostic, ou si vous connaissez sous le nom de DRG. C'est basé sur la CIM11 et la ICHI que Moussa a parlé avant, c'est la classification internationale des interventions sanitaires. Et donc, aussi, ce système est en développement et ce système est important pour catégoriser les coûts d'hospitalisation et pour les remboursements des frais et des services d'hospitalisation. Donc, ça pourrait vous être utile. Et il y a aussi un outil, ce qu'on appelle OUDAS 2.0, pour l'évaluation du fonctionnement. Donc, non seulement les maladies et les interventions, mais on a des outils pour évaluer le fonctionnement et l'handicap. Et ça pourrait aider aussi pour évaluer les différentes interventions que vous faites en clinique et voir l'efficacité et l'amélioration de la condition des patients. On a aussi des listes de tabulation spéciales. Ces listes vont vous aider à agréger vos données et à rassembler comme vous le désirez. Donc, ces listes sont conçues pour vous aider à faire vos statistiques, mais quand même, quand vous rapportez les données de mortalité à l'OMS, on demande d'avoir le plus de taille possible. Donc, ces listes sont des listes de tabulation, mais aussi, et c'est important d'avoir toutes les informations pour pouvoir faire des analyses approfondies des données que vous avez. Donc, ces listes ne remplacent pas, ne sont pas à utiliser, ils aident, mais seulement aux statistiques, mais pas à la capture des données. On a aussi, et je vais m'attarder sur les outils de mortalité dans les prochains slides, parce qu'on a plusieurs outils pour aider au rapport de cause de décès. On a des tables de correspondance entre la CIM10 et la CIM11 qui pourraient vous aider au cas où vous avez commencé avec la CIM10. Mais comme Moussa l'a dit, il y a des pays qui n'ont même pas les données en CIM10, donc c'est beaucoup plus facile d'intégrer et d'utiliser la CIM11. Et dans ce slide, on donne juste un aperçu. Je ne vais pas m'attarder dessus pour donner la place aux autres pour présenter les détails, mais on voulait vous donner aussi qu'il y a des outils pour vous aider à mettre en œuvre la CIM11. Par exemple, le ICD-FIT, c'est l'implémentation dans les centres. Donc, on peut créer un centre pour le Cameroun et les utilisateurs s'enregistrent et apprennent à utiliser l'outil de codage. Donc, c'est très facile et intuitif à utiliser. Vous pouvez en utiliser. Donc, ce que nous, on veut vous donner ici, c'est les ressources disponibles et vous pouvez les gérer vous-même. Nous, on peut vous aider et vous donner les possibilités et l'accès à tous ces outils et matériaux, évidemment, en ligne et hors ligne aussi. On a des cours de l'académie, de l'OMS Academy qui vont venir après. Donc, il y a beaucoup de ressources disponibles et même en français,
Par exemple, les outils qu'on a ont été tous traduits en français, le guide en français, aussi pour vous aider dans la transition ou la mise en œuvre de la CIM 11. Et nous voulons aussi vous communiquer que la CIM 11 est vraiment, il n'y a aucun coût à payer et pas de licence. Donc, elle est vraiment disponible à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser, que ce soit un utilisateur à part ou dans les systèmes nationaux ou dans les systèmes internationaux. Donc, comme on l'a dit, c'est vraiment disponible à tout le monde. C'est différent de ce qu'on avait avant, là où on devait avoir des licences spécifiques. Le système de maintenance est très transparent. Comme vous pouvez voir, là où on a mis la plateforme de maintenance, vous pouvez vous-même vous enregistrer et revoir les décisions qui ont été faites pour ajouter les codes ou les maladies ou les différentes interventions dans les classifications. Donc, c'est vraiment transparent et vous pouvez vous-même contribuer pourvu que vous ayez les preuves et les données et l'explication nécessaire pourquoi on a besoin de cette information dans la CIM 11. Et tous les outils sont faciles à intégrer dans vos propres systèmes. Vous n'avez pas à utiliser des outils supplémentaires ou à changer de système. Si vous avez un système qui existe déjà, donc c'est vraiment utile d'utiliser les outils dans vos propres systèmes. Vous pouvez intégrer l'outil de codage dans tous vos systèmes, il n'y a aucun problème. Et tous ces efforts, c'est pour vous aider à transitionner ou à utiliser, implémenter la CIM 11. Et surtout pour les mortalités, on a essayé d'avoir un système de bout à bout, une solution numérique du certificat de décès en numérique à l'analyse des données et à la dissémination des données. Donc, comme vous voyez, il y a plein d'outils. Il y a un outil pour la sélection de la cause initiale de décès, la sélection automatique. Donc, si vous reconnaissez le volume 2 de la CIM 10, c'était des textes et des règles de sélection de cause de décès. On les a digitalisés. Donc, pour le moment, tout ce qui existait dans le bouquin est maintenant digital et vous pouvez avoir une sélection automatique de la cause de décès avec les détails et le rapport des différentes étapes suivies pour la sélection. Donc, c'est vraiment digital, mais intuitif pour que tout ce que vous saviez avant il s'applique toujours, mais avec des solutions numériques et digitales pour vous aider et parce que les données augmentent de plus en plus et on a de plus en plus de demandes. Donc, ça pourrait vous aider, mais quand même, ça ne remplace pas les humains. Donc, vous aurez besoin des codeurs ou des gens qui font les analyses ou même des policymakers. Donc, ça dépend de ce que vous avez besoin. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour gérer ces outils. Il y a un outil qui arrive, il est toujours en développement pour ceux qui le reconnaissent, le code ADET, c'est pour les routines. Et il y a Anacode 3 pour les analyses des données de cause de décès. Donc, c'était vraiment un aperçu global des différents outils qu'on a sous la CIM 11, dans le cadre de la CIM 11, pour vous aider dans l'implémentation, que ce soit morbidité ou mortalité. Et les outils dont j'ai parlé, vous pouvez les trouver sur icd.who.int/doris/anacode. Et quand Code Added va être publié, ça va avoir la même page d'accueil icd.who.int. Donc, c'est vraiment facile à trouver. Et dans ce dernier slide, on a voulu vous montrer que vous-même, au Cameroun, vous pouvez contribuer à la classification. Comme je l'ai dit, vous pouvez nous envoyer vos termes pour les ajouter. Quand vous envoyez vos termes, vous allez faire bénéficier tous les pays francophones parce que tout le monde utilise le dictionnaire de la CIM 11 en français et ce n'est pas seulement des pays spécifiques. Donc, mieux vous contribuer, c'est pour améliorer le dictionnaire ou la fondation de la CIM 11 en général. Et avec ça, je m'arrête et je répète qu'on est ici pour vous soutenir techniquement pour l'implémentation. Et il y a Moussa c'est l'adresse mail de Moussa et mon adresse mail au cas au besoin. Et je rends la parole à Madame Chanceline ou Docteur Chanceline. À vous. Merci. Très bien, merci beaucoup à l'équipe de l'OMS pour cette brillante présentation qui nous met dans le contexte et surtout, comme vous l'avez dit, introduit sur la classification des maladies. C'est pour dire qu'il y aura d'autres épisodes. Donc, une fois de plus, nous vous remercions encore. Entre-temps, nous avons plusieurs personnes qui nous ont rejoints et j'ai laissé exprès pour pouvoir bien vous présenter
Docteur Traoré, parce que je suis sûre que Docteur Traoré sera au Cameroun dans les prochains jours pour nous appuyer sur tout ce qui est classification internationale des maladies, surveillance de la mortalité. Donc, Karine vient de terminer la présentation. Il faut également rajouter qu'elle contribue au renforcement des systèmes de santé et surtout à l'enregistrement des faits d'état civil, CVRS, ce dont nous avions discuté lors de nos précédents webinaires. Le docteur Traoré, lui, il est, comme je l'ai dit, expert international. Donc, il intervient beaucoup dans le développement des systèmes d'information, le renforcement des systèmes d'information avec plus de 18 ans d'expérience. Il fait également dans le suivi et l'évaluation des programmes dans toute la zone africaine. Donc, nous serons ravis de l'avoir au Cameroun. Vous aussi, Karine. Donc, sans plus tarder, nous allons, après avoir donc écouté ce qui est développé sur le plan mondial en termes d'orientation sur comment est-ce que les pays doivent faire pour pouvoir contribuer à cette classification internationale des maladies tout en respectant les codes qui doivent être utilisés. Vous avez compris que c'est un outil électronique, certes, mais accessible avec ou sans connexion. Intelligent, ça veut dire que ça ne va pas demander beaucoup de réflexion. Plusieurs outils sont disponibles, plusieurs classifications internationales sont disponibles. Personnellement, je ne connaissais pas tout ça, que ce soit le fonctionnement, le handicap, les interventions sanitaires aussi qui nous intéressent. Donc, c'est là autant de pistes qui nous permettront aussi d'améliorer nos connaissances. Donc, sans plus tarder, je vais demander à l'équipe technique de partager la présentation du docteur Annick Foulou que nous accueillons. Docteur Annick Foulou, qui est médecin spécialisé en biologie médicale, mais qui a travaillé au Centre des urgences de Yaoundé pendant plusieurs années. Elle a assuré les fonctions de point focal pour la déclaration des décès et la certification des causes de décès. Elle assure aujourd'hui les fonctions de chef section au Laboratoire national de santé publique. Mais il faut dire que Dr. Foulou est l'un de nos experts nationaux lorsqu'on parle de la surveillance de la mortalité et également un formateur pour justement le CVRS que j'ai mentionné tout à l'heure et la classification médicale des causes de décès. Docteur Foulou, merci encore pour votre disponibilité. Vous avez la parole. Est-ce que Docteur Annick est revenue? Est-ce qu'en 5 minutes, elle peut terminer la présentation qu'elle a commencée? Docteur Annick, Oui, vous nous entendez? oui, je vous entends. Très bien. L'équipe de Haïti peut positionner peut-être à septième, sixième diapositive pour que je Merci, continue. merci Merci pour la beaucoup. Ce patience. ce sont des aléas que nous avons dans les pays pauvres très entêtés. Donc, merci encore pour votre persévérance. Oui, tout à fait, merci. Donc, pendant que l'équipe Haïti vous connecte, je prie également les uns et les autres à, comme on l'a dit, vraiment renommer vos appareils. Et je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat jusqu'à présent. Vous pouvez partager vos expériences. Est-ce que vous faites déjà cette codification des maladies-là? Nous avons toute une équipe en backup également chargée de relever vos observations, que ce soit M. Maïdé au sein des opérations d'urgence, Dr. Kenko ou bien alors M. Ngono qui ont préparé ce webinaire. Donc, Dr. Annick, vous êtes libre d'y aller. Oui, merci. Nous disions que pour accéder à la SIM 11, il y a ces trois possibilités. À partir d'un moteur de recherche, on tape SIM 11 ou ICD-11. Il y a également le lien qui va être partagé par le chat, par l'équipe d'IT et ce code à bas. Donc, on va arriver diapo. Diapo, voilà. On accède à cette plage où on va choisir l'outil de codage. Diapo. Diapo. Oui, à l'extrême droite, là, on a le choix de la langue en fonction de notre langue parlée, diapo. Là, on a l'outil de navigation qui permet de parcourir les 26 chapitres de la CIM 11 et d'avoir le descriptif de chacun de diapositives.
Ensuite, on peut aller à la page information où on a le descriptif, le guide d'utilisation jusqu'aux listes de mortalité et morbidité qui peuvent donner des orientations à celui qui découvre la SIM 11. Ensuite, diapositive. Lorsqu'on va dans l'outil de codage, diapo, on sélectionne cette plage diapositive qui va nous conduire directement à cette entité où on doit renseigner le cadre où la flèche indique, où on va renseigner le diagnostic. Diapositive. Par exemple, là, on a choisi de mentionner la COVID et on a un déroulé de situations qui se présentent. Et en fonction de notre cas clinique ou de notre patient, on va choisir la situation clinique qui s'y est. Diapositive. Ce qu'on appelle code souche, diapo, c'est le code qui peut être utilisé seul. On a un exemple à côté. Tandis que le code lié à la santé maternelle est généralement précédé par une lettre J. Le code lié à la santé périnatale est précédé par la lettre K. On a quelques exemples pour chacun d'eux. Le code d'extension ou de prolongation, c'est le code utilisé pour rajouter des informations supplémentaires à un code souche. Il commence généralement par la lettre X parce que la SIM 11 permet d'affiner le diagnostic en apportant des éléments supplémentaires pour permettre de mieux définir la situation clinique. Diapositive. Le code de regroupement ou de grappe est le code qui fait suite à une post-coordination. Nous verrons ce que c'est que la post-coordination. Donc, c'est-à-dire réunir plusieurs codes. On a cet exemple-là. On a sepsis à érysipélotrice avec choc septique. On a ce code, cette combinaison de deux codes. Donc, la post-coordination, on disait que c'est l'acte de regroupement de deux codes dans un seul, qui permet d'ajouter donc des détails selon la gravité, l'agent causal, la localisation corporelle, la latéralité. Donc, elle peut être obligatoire ou optionnelle. Diapo. Diapo, voilà. Là, on a un exemple de post-coordination qui a été faite pour cet exemple. Lorsqu'on a le choc septique ou lorsqu'on en a pas, on voit bien que le 1G41 peut être changé à 1G40 selon qu'on ait ou pas le choc septique. Diapositive. Diapo. La diapositive suivante résume un peu les différents codes, le code souche, les différentes icônes de codage dont on a un exemple au bas de page. Ça permet de donner des orientations au codeur qui n'est pas forcément un personnel de santé. On a l'icône pour la post-coordination obligatoire. C'est une croix dans un cercle rose, tandis que le cercle est gris pour une post-coordination facultative. On a l'icône pour le chapitre maternel et périnatal, respectivement le J et le K. Diapositive. Diapo. Là, nous avons un exemple, une post-coordination. Nous avons un cercle post-coordination et on voit plus bas un encadré qui va être déroulé pour apporter plus d'informations et parfois un descriptif qui oriente le codeur. Diapositive. Nous avons donc un cas clinique à la suite. Diapositive. Le cas clinique, c'est le paludisme sévère compliqué de convulsion chez une femme enceinte avec une goutte épaisse positive à Plasmodium falciparum. Donc, nous allons, dans le premier schéma, choisir l'outil de codage. Lorsque nous avons choisi l'outil de codage, dans le deuxième schéma, on va renseigner la pathologie. Là, nous avons renseigné paludisme. Ensuite, on choisit donc dans le déroulé ce qui sied le plus à notre cas clinique, notamment femme enceinte, paludisme à Plasmodium falciparum. Dans ce cas, nous avons choisi Plasmodium falciparum avec complications cérébrales. Et nous cliquons sur la post-coordination du J parce qu'il s'agit d'une femme enceinte. Donc, on choisit donc cette option. On va donc à la diapo suivante. Diapo.
Nous avons donc cliqué la post-coordination pour la santé maternelle et on a donc ce code dans la première icône qui est encerclée, qui correspond à notre cas clinique. Et le code final est donc à l'image suivante. Il regroupe donc deux codes. Premièrement, paludisme compliquant la grossesse, accouchement ou la puerpéralité, et paludisme falciparum avec manifestation cérébrale. Donc, on voit donc le code final qui est le JB 60. Je vais le JB 63.60/1F40.0. Et par la suite, on peut donc le copier pour le mentionner. Ou lorsqu'on est dans le DHIS2, on sélectionne simplement. Donc là, on a la présentation dans le DHIS2, c'est dans le cadre de la certification médicale des causes de décès. La CIM 11 est déjà intégrée dans ce sens-là. Et là, on a les causes de décès et on a les codes qui correspondent aux causes de décès. Nous n'allons pas nous attarder de long en large parce qu'il y aura un webinaire organisé spécifiquement pour la codification dans le cadre de la certification médicale des causes de décès. Mais nous dirons que le codage n'est pas toujours effectué par les agents de santé. Ça veut dire que parfois, dans les FOSA, il est effectué par les data managers ou les points focaux surveillance. Donc, à cet effet, on exhorte les cliniciens à renseigner le plus possible et le mieux possible les diagnostics pour faciliter le codage, puisque ces données vont servir aux statistiques internationales. En conclusion, nous dirons donc que la CIM 11 est un outil normé d'enregistrement, d'analyse, interprétation des données de morbidité et de mortalité dans le monde. À cet effet, il est utile à la surveillance. Il est facile à utiliser, numérique, accessible en ligne et disponible en plusieurs langues. Et son utilisation est de nos jours recommandée. Et au Cameroun, il est déjà couplé au DHIS2 dans le cadre de la certification médicale des causes de décès. Et on note également cet engagement politique palpable avec une instance de coordination, l'abrégé de la CIM 11 et la cascade des formations en région et dans les districts ainsi que les FOSA, les circulaires qui exhortent les praticiens à l'utilisation de la CIM 11 et ce projet de l'implémentation de la certification médicale des causes de décès ainsi que la vulgarisation de la CIM 11 qui est déjà effective en partenariat avec le BUNEC et les partenaires techniques et financiers, notamment Vata Stratégie. Donc, je vais conclure et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour la patience malgré les aléas techniques que nous avons connus. Merci beaucoup, docteur Annick Flou, également pour votre persévérance aussi et pour cette brillante présentation qui nous montre de façon pratique qu'il est possible de codifier les décès et ceci en utilisant les plateformes nationales telles que le DHIS2. Nous avons également retenu qu'il y a même on va pas dire des outils contraignants, mais le ministre de la Santé a signé des documents. J'espère que le directeur Yobdoy va revenir dessus pour montrer qu'il demande aux praticiens de renseigner les causes de décès. Nous allons passer à la prochaine présentation. Je pense que c'est la dernière sur l'agenda et elle sera faite par le docteur Zoa Otto-Ange Michel. Donc, équipe technique, si vous pouvez présenter, euh, euh, partager votre écran avec les présentations du docteur Zoa, qui est un médecin spécialiste en médecine légale. Il a également travaillé dans plusieurs hôpitaux, comme parmi lesquels l'hôpital central de Yaoundé, où il a assuré les fonctions de chef-service à la morgue. Donc, actuellement, il est chef-service à la direction de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire, chef-service d'appui au Conseil national de santé. C'est un expert judiciaire qui appuie également plusieurs initiatives au Cameroun en termes de surveillance de la mortalité, identification des causes de décès ou bien les décès qui surviennent de façon assez inattendue et pour lesquels on a besoin d'informations ou la justice a besoin d'informations. Il est également expert national et formateur CVRS et classification des maladies et des causes de décès. Docteur Zoa, merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous avez la parole.
Alors, bonjour à tout le monde. Merci, Madame la modératrice, pour cette gentille présentation. Je vais partager avec vous l'expérience du Cameroun en ce qui concerne l'implémentation de la CIM 11. Diapo, s'il vous plaît. Alors, pour cela, nous avons juste trois grands points. Contexte et justification. On va parler un peu de l'historique. Revenez, s'il vous plaît. Revenez sur la diapo, s'il vous plaît. OK. Nous parlerons un peu des activités qui ont été menées dans ce cadre-là. Et vous verrez que le Cameroun est passé d'un premier plan d'implémentation à un second plan. Les plans sont un peu dynamiques en fonction de ce que nous rencontrons comme difficultés et surtout des résultats. Et enfin, nous parlerons des défis et perspectives. Diapo, s'il vous plaît. Alors, en réalité, l'implémentation de la CIM 11 entre dans un grand cadre de réforme, de modernisation de l'état civil au Cameroun. Et je vais dire qu'on s'est rendu compte que le système de santé était la principale source de données en matière de CRVS, ce qui concerne notamment les naissances et les décès. Donc, c'est un peu dans ce processus-là que la CIM, en réalité, est apparu comme étant un élément majeur pour la mise en œuvre de cette modernisation et de cette nouvelle collecte de données pour l'état civil et pour la santé en réalité. Diapo. Alors, l'implémentation de la CIM a donné lieu à un état de lieu préalable autour de 2020, à peu près 4 ans, qui a permis de ressortir quelques manquements. Il y avait, par exemple, une insuffisance quantitative et qualitative des données de mortalité. Nous l'avons dit à suffisance ici. Le pays est classé no data. Ça ne veut dire pas qu'il n'y a rien, mais peut-être ce qu'il y a n'est pas suffisamment exploitable. La quasi-inexistence d'un système antérieur de classification internationale des maladies, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais implémenté réellement la CIM 10 et les CIM antérieures, donc on était vraiment nouveau dans le circuit, dans le process. La quasi-inexistence de la CIM dans les curricula de formation des acteurs, vraiment de manière générale, que ce soit les médecins, infirmiers ou bien tout autre acteur qui pourrait intervenir dans le processus de certification des causes de décès et donc d'utilisation de recours à la CIM. Et on avait un besoin de renforcement de la gouvernance en matière de CFDRS, notamment sur les aspects de coordination, mais également de réglementation. Diapo. Alors, comme je le disais, c'est un peu dans ce contexte que la CIM 11 apparaît comme un élément central, mais qui se retrouve un peu noyé dans un grand processus de certification de cause de décès. Alors, rendu déjà à la 11e version, le Cameroun avait, on va dire, un gros retard. L'OMS a préconisé une transition pour la plupart des pays qui utilisaient déjà une version antérieure de la CIM, ou alors une mise en œuvre directe pour ceux qui n'avaient pas de version antérieure. Dans le Cameroun, a logiquement opté pour la mise en œuvre directe de la CIM 11, puisqu'il n'y avait rien au préalable. Donc, vous comprenez aisément que on n'a pas suivi un processus graduel comme d'autres pays qui avaient déjà une certaine expérience de l'utilisation de la CIM. Donc, c'est un peu dans cet état de lieu que le Cameroun a fait le choix, je vais dire, de mettre en place une première stratégie, celle de, c'est allé de 2021 à 2023, et une seconde qui est en cours, qui va de 2024 à 2025. Diapo. Alors, pour parler un peu de ces différentes stratégies-là, je vais parler des activités qui ont été menées de manière réelle sur le terrain, des avancées, mais également des gaps qui restent à combler.
Alors, sur la période 2021-2023, on avait pour objectif, dans un premier temps, de former les acteurs, vraiment de manière un peu tout azimut. On formait dans toutes les FOSA, à l'occasion de multiples ateliers. On a élaboré des outils et on a entamé un processus d'institutionnalisation de la CIM. Diapo. Alors, quelques résultats pour la première partie, c'est de 2021-2023. Nous avons formé à peu près 300 personnels, déjà à la connaissance même de la CIM, savoir qu'elle existe. Nous avons élaboré le formulaire harmonisé de déclaration de naissance, le formulaire harmonisé de déclaration et de certification des décès, évidemment sur la base du formulaire recommandé par l'OMS. Diapo. Alors, au niveau gouvernemental, nous avons, je vais dire, acquis quand même un engagement des pouvoirs publics un peu plus marqué avec la signature de 2 lettres circulaires qui ont permis au ministre de la Santé, dans un premier temps, de prescrire l'utilisation des formulaires précédemment cités, mais également de réactiver les comités mobiles mortalité dans les hôpitaux, afin que ce soit des instances où on pourrait discuter justement de la certification des causes de décès. Vous avez les références des différentes circulaires de 2021 et 2022. Diapo, s'il vous plaît. Alors, toujours dans cette période 2021-2023, nous avons publié un guide de certification des causes de décès et nous avons publié un abrégé de la CIM-11, un abrégé physique qui avait pour objectif en réalité la divulgation de la CIM pour que ce soit vraiment un peu plus connu. Les habitudes ont un peu la peau dure, il fallait un support papier pour que ce soit beaucoup plus connu. On a pu mettre en place un système d'interopérabilité entre le système d'état civil et le système de santé. Et la CIM-11 a été paramétrée dans le DH-ISD. Donc, voilà un peu les acquis de cette première phase-là qui ont permis de passer à une seconde phase. Et là, vous avez à l'écran le guide d'une part et l'abrégé de la CIM-11 qui ont permis, je pense, de mieux faire connaître la CIM dans les différentes formations sanitaires et même dans le système de santé en général. Diapo. Alors, pour la seconde période, c'est 2024-2025 qui est en cours, qui a donné lieu à un nouveau plan stratégique. Nous sommes allés sur l'option de faire un échantillonnage de 35 formations sanitaires réparties dans les 10 régions et qui représentaient à peu près 30% des données nationales saisies dans le DHIS. On a décidé de prendre un peu cet échantillon-là pour essayer de recadrer les différentes formations qu'on faisait vraiment tout azimut dans la première phase. Il était question de renforcer la gouvernance sur les aspects de coordination, sensibilisation et surtout la réglementation, de renforcer les capacités des différents acteurs, de continuer à disséminer les outils. Et nous avons pour objectif en 2024 de débuter le codage. En mettant sur pied cela. Diapo. Alors, sur cette période-là, quelques résultats déjà. Nous sommes dans un intervalle à peu près 4 mois, puisque le plan a été validé au courant du mois de mars 2024. Nous avons déjà pu former quand même un groupe central qui aura le leadership de cette activité. C'était un gros manquement lors de la première phase. Nous avons pu finaliser et faire valider la feuille de route par le ministre de la Santé. Et nous avons obtenu une décision déjà portant institutionnalisation 24. Nous avons entamé des formations. Nous avons déjà formé à peu près 70 gestionnaires de données dans les 35 formations sanitaires cibles.
Je rappelle que ces formations sanitaires sont publiques et privées et réparties dans les 10 régions. Diapo, s'il vous plaît. Alors là, vous avez un peu la première page du plan qui a été validé et qui permet un peu d'illustrer nos propos. Diapo. Alors, dans la suite des résultats, après la formation d'à peu près 70 personnels qui devaient gérer les données, les saisies dans les différentes formations sanitaires, nous avons pu former à date à peu près 100 médecins supplémentaires et responsables de formation sanitaire et des districts. On continue la sensibilisation au niveau stratégique, au niveau régional. Je vais dire un challenge perpétuel parce que l'objectif, c'est que toutes les formations sanitaires à tous les niveaux puissent recevoir et puissent avoir connaissance et afin de permettre l'utilisation de ces différents outils. Donc, voilà un peu ce qui a été fait pour cette seconde phase. Et je vais présenter rapidement les défis qui restent à relever et les perspectives. Alors, ici, il faudrait dire que l'un des principaux défis que nous avons, c'est un plaidoyer de pouvoir amener les autres partenaires techniques et financiers à supporter ce processus. Parce que là, il faut le dire, le partenaire qui suit l'activité VTA Stratégie se retrouve un peu seul. Il faudrait, à l'échéance 2024, pouvoir former ce groupe de 10 codeurs au niveau national qui vont commencer à coder la mise en place d'un système de supervision trimestrielle. Cela avait déjà été commencé, mais nous pensons qu'on peut rapprocher les supervisions afin d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Et l'un des défis, vraiment un défi majeur, je vais le dire comme ça, c'est qu'à l'échéance 2025, on se dit qu'on devrait produire un rapport sur les principales causes de décès au Cameroun. Alors, pour terminer, j'ai mis en gras faire un état des lieux en vue de l'implémentation de l'autopsie verbale. Parce qu'en réalité, les formations sanitaires captent seulement 30% des décès. 70% surviennent en communauté et elles sont difficiles à certifier. Donc, il faudrait, c'est vraiment un challenge qu'on puisse implémenter l'autopsie verbale dans les prochaines années, peut-être pour le troisième plan, l'implémentation de la CIM 11, et que ces décès-là en communauté puissent être captés. Donc, voilà un peu partager l'expérience du Cameroun en termes d'implémentation de la CIM 11 et globalement du processus de certification des causes de décès. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Zouaoutou, pour cette présentation qui montre que bien que le Cameroun n'ait pas encore de données, nos data, comme l'a dit docteur Annick, nous avons quand même entrepris pas mal de choses assez palpables et déjà disponibles, que ce soit l'élaboration des documents normatifs en termes de stratégie de guide. Les participants demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver ces documents-là, mais aussi certaines formations, renforcement des capacités ont déjà été entreprises sur toute l'étendue du territoire. Il est simplement question de mobiliser davantage les ressources, y compris les autres partenaires, pour un franc appui et une certaine collaboration. Donc, merci encore pour cette présentation. Pour ceux qui sont connectés, merci de poser vos questions dans le chat. Les experts vous suivent et vont y répondre. Ceux qui sont également connectés sous le nom de Monsieur le directeur Yobdoy, ça montre qu'il a largement diffusé l'information. Merci de renommer vos appareils afin qu'on vous suive afin qu'on sache également d'où vous nous suivez. Donc, merci encore. Nous allons prendre 5 minutes, vu que nous avons largement débordé sur le temps. Nous allons prendre 5 minutes pour répondre à quelques questions. Il y a beaucoup de questions dans le chat, surtout en ce qui concerne les décès en communauté. Ça reste une problématique. Donc, je vais commencer par passer la parole à l'équipe de l'OMS.
pour demander comment est-ce que les décès communautaires sont adressés dans le cadre de la certification ou bien dans le cadre de... Oui, justement, dans le cadre de la certification des décès, là, comment est-ce que c'est... Il y a plusieurs questions qui reviennent comme ça, j'essaye de résumer. Comment est-ce que l'OMS adresse la problématique des décès en communauté? Tout simplement, lorsqu'on parle donc de cette surveillance de la mortalité-là. Merci beaucoup. Je pense que Karine est l'experte maison pour ça. Merci. En fait, la réponse est très facile et a été déjà mentionnée. C'est l'autopsie verbale. Donc, on a un instrument qu'on a produit à l'OMS pour pouvoir capturer les causes de décès dans les régions là où il n'y a pas de certification médicale. C'est un questionnaire avec des questions relatives à identifier la cause de décès. Ce questionnaire et cette méthode est établie au niveau de la population. Donc, ça ne remplace pas la certification médicale de décès, mais ça pourrait être une méthode complémentaire pour pouvoir identifier de quoi la population dans ces régions meurt ou pour pouvoir faire des mesures de prévention. Par exemple, au Bangladesh, ils ont identifié des cas de noyade à partir de l'autopsie verbale et de la méthode utilisée. Et ils ont pu mettre en œuvre des préventions pour pouvoir éviter que les gens ne meurent de noyade ou bien des accidents. Oui, et donc c'est une des méthodes qui pourrait être utilisée. Et l'information pourrait être automatisée avec des algorithmes à partir des questions, vous pourrez identifier les causes de décès avec les algorithmes, ou bien un médecin pourrait revoir les questions et selon la probabilité et les réponses et les symptômes, elle pourrait considérer c'est quoi les causes de décès. Donc, il y a deux autres méthodes. On peut adresser ces questions après à part parce que c'est une méthode assez avancée, mais ça pourrait aider et il y a beaucoup de guides en ligne que le groupe d'autopsie verbale, de groupe de référence, produisent chaque année pour vous aider à implémenter l'autopsie verbale. Merci Je, beaucoup, je Karine. pourrais, je pourrais rapidement ajouter, D'accord. si Madame Bilonga le Docteur permet. Traoré, peut-être Ok. vous allez ajouter en complétant aussi, il y a cette question de M. Taku Nadesh qui dit What of the numerous death cases that are not been notified? Donc, qu'en est-il des décès qui ne seront pas notifiés? Je ne sais pas si vous avez compris la question, peut-être il Oui, oui. pourra éclaircir. Vous avez la parole, docteur Traoré. Oui, oui, j'ai bien compris la question. En effet, déjà pour commencer par compléter ce que ma collègue a dit, c'est que l'autopsie verbale n'a pas une valeur juridique comme le certificat médical de cause de décès. C'est quelque chose d'important à mentionner. Comme vous le savez, dans la région africaine, il y a une étude qui avait été faite, on disait que 70% des décès surviennent en communauté. Et souvent, c'est 70% des décès qui échappent aux structures sanitaires. Alors, c'est vraiment important de pouvoir connaître les causes probables de ces décès-là. Et si on perd les causes probables de ces décès, c'est comme si nous perdons 70% des causes de décès qui surviennent dans nos communautés. Et en plan statistique, nous ne pourrions pas faire des planifications orientées sur des évidences. Alors, pour revenir maintenant à la question qui a été posée, bien sûr, pour pouvoir faire une autopsie verbale, il faut que le décès soit d'abord notifié, ce qui est quelque chose, un principe de base. Alors, peut-être que Karine va me compléter, mais il y a des expériences dans les pays où c'est pourquoi c'est important que le ministère de la Santé ou le service sanitaire travaille en étroite collaboration avec l'État civil. Il est important de mettre en place des systèmes de notification systématique des décès. Ça peut être à travers des leaders communautaires, ça peut être à travers des leaders religieux. Et aussi, il faut mettre en place des mesures incitatives. Par exemple, quand il y a une naissance, les gens voient l'intérêt de payer, par exemple, pour avoir un certificat de naissance.
Mais quand il y a un décès et qu'on va demander à une personne de payer pour avoir un certificat de décès, la plupart du temps, ça ne se fera pas. Alors, c'est important de travailler avec le système d'état civil pour avoir beaucoup plus de points d'enregistrement des faits d'état civil, notamment les décès. On peut aussi utiliser les systèmes dans les cimetières, etc. Ça dépend vraiment du contexte de tout un pays et rendre ce processus-là vraiment facile, puisque c'est vraiment nécessaire pour pouvoir appliquer l'autopsie verbale. Si on ne sait pas que les gens sont morts, nous ne pouvons pas savoir de quoi ils sont morts. Voilà. C'est ça que je pouvais dire par rapport à cela. Je ne sais pas si Karine a quelque chose. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur Traoré. Les questions se poursuivent dans le chat. Je vais, avant de passer la parole au docteur Zoa qui va adresser les autres réponses, j'aimerais savoir, celui qui a la main levée sous le nom de Yobdoy Charles, il y a quelqu'un qui a la main levée. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? OK. Merci, docteur Chanceline. Je suis docteur Reyen Gouajan Junior. Je Oui. suis médecin généraliste praticien au Cameroun. Je suis aussi chercheur senior, boursier de Afromed Medical Academy Research in Africa. Et voilà, je suis un leader dans le domaine de la santé. Donc, je vais revenir sur ce que notre expert de l'OMS a dit. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais participé à une autopsie dans une contrée, voilà, d'un décès. Mais est-ce que c'est possible qu'on ait un outil qui permet quand même, que ce soit la population, que ce soit les experts de la santé, de pouvoir au moins déclarer un décès, que ce soit en utilisant les systèmes avec les mairies, que ce soit en utilisant un système en ligne, mais un outil quand même qui permet de notifier de façon instantanée que un individu est mort, en fait. Et ça nous permet, en quelque sorte, de ne pas avoir des décès qui sont perdus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens? Et la deuxième question s'adresse au deuxième ou troisième orateur, c'est concernant l'autopsie verbale, qui est habilité à le faire? Est-ce que n'importe quel individu dans la population pourra voilà, poser des questions et reporter, ou bien il faut former des agents communautaires, ou alors c'est seulement réservé aux médecins légistes ou aux experts de la question? Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Eyengoa. Je vais donc passer la parole au docteur Zoa afin d'adresser donc toutes les autres questions qui ont été posées dans le chat. Il a déjà commencé à répondre. Merci beaucoup. Et il y a une dernière question pour docteur Annick. Docteur Zoa, vous avez la parole. Alors, merci pour la parole donnée. C'est vrai qu'initialement, je voulais apporter juste un petit complément à ce qu'a dit Dr Traoré sur l'expérience du Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte avec les missions sur le terrain que plusieurs décès communautaires, hormis dans certaines régions du Cameroun, en l'occurrence les régions du septentrion de manière générale, euh, finissaient par transiter un peu par le service de santé. C'est-à-dire que c'était des dépouilles qui se retrouvaient dans les services de morgue, qui étaient conservées là-bas et qui repartaient sans aucune trace, en réalité. Donc, il est question, en fait, de former déjà le personnel des services post-mortem, qu'on appelle habituellement service de mort, à la déclaration systématique de tous les décès qui pourraient transiter là-bas, mais également à l'amélioration des procédures d'admission euh, des décédés dans ces structures-là. Parce que la pratique au Cameroun, malheureusement, fait en sorte que vous pouvez amener un corps dans une morgue, il est reçu, il est conservé, vous venez le chercher quelques jours, quelques mois après, sans qu'il n'ait été déclaré, sans rien du tout, sans qu'aucun papier n'ait été signé. Donc, on essaie de former dans ce sens également, dans ces services post-mortem-là. Pour revenir justement sur le cas particulier des régions du septentrion, parce que la culture musulmane, justement, ne permet pas souvent la conservation longue de ces corps. Même dans ces régions-là, c'est un infime pourcentage quand même passe aussi lorsque cela est possible dans des services post-mortem musulmans. Et
Dans ce service-là également, on pourrait à chaque fois procéder à une déclaration systématique, même si on ne fera pas la certification comme on voudrait le faire actuellement. L'autopsie verbale, une fois que le décès a été notifié, comme l'a dit Dr Traoré, on peut donc procéder par la suite à une autopsie verbale qui peut se faire des semaines, des mois après. Il n'y a pas de souci, mais il faudrait que le décès ait été euh, notifié. Donc, la pratique du Cameroun permet de rattraper un certain nombre de décès qui transitent par le système euh, de santé, en passant par les services post-mortem, qui sont des services de l'hôpital. Alors, pour les questions euh, je vais me retrouver, docteur Eyengwa, je crois bien, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. En réalité, le formulaire de déclaration de décès n'est pas, je vais dire, un formulaire qui est stricto sensus hospitalier. La notification du décès, je vais dire de manière légale, selon les textes, peut être faite par toute personne qui a connaissance du décès. Cela veut dire que même dans les communautés, lorsque vous avez connaissance d'un décès, il y a des leaders communautaires, il y a des chefs de village, par exemple, qui travaillent avec les services d'état civil et qui peuvent procéder à cette notification-là. Même si le formulaire n'est pas disponible à leur niveau, il est disponible de plus en plus dans les services d'état civil. C'est un système essentiellement déclaratif qui permet de capter déjà l'occurrence et qui va être complété par la suite éventuellement par la famille. Parce que même lorsque le décès survient en milieu hospitalier, lorsqu'il va dans l'état civil, il sera forcément complété par la famille avant l'établissement des documents officiels. Alors, l'autopsie verbale, qui a qualité? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est juste des médecins légistes? Non, c'est pas des médecins légistes. C'est pas des médecins légistes. Ce sont des personnes qui sont formées. C'est un outil en réalité. Ce sont des personnes qui sont formées, qui sont capacitées à son usage. Et il est possible qu'il y ait je vais dire une sorte de post-coordination, puisqu'on en parle depuis, une sorte de post-coordination, un post-contrôle par des experts médicaux qui pourraient avoir un peu plus que la simple probabilité d'une cause de décès. Donc, c'est des personnes qui sont capacitées à l'usage de cet outil-là, mais il faudrait faire justement cette capacitation-là. Ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas si j'ai apporté suffisamment d'éléments de réponse et je pense que Dr Traoré sûrement va apporter un complément. Merci beaucoup, docteur Zoa. C'est vrai aussi qu'avec le temps, vous comprenez, c'est un premier webinaire introductif sur la classification internationale des maladies. Nous sommes obligés de dire qu'il y aura un deuxième et peut-être même un troisième. Je remercie tous les experts dans le chat qui apportent des éclaircissements, que ce soit Samuel Kamwa, Madame Eliane Akowa, Monsieur Benjamin Aimé. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Je vais passer la parole au docteur Annick Foulou, si elle a quelque chose à rajouter. Elle aussi, elle a beaucoup intervenu dans le chat. Docteur Annick, vous avez la parole. Merci pour la parole donnée. Euh, je ne vais pas rajouter grand-chose. J'ai déjà répondu aux questions en ce qui concerne l'utilisation de la SIM 11. Tout le monde peut l'utiliser. En réalité, c'est un outil qui permet d'harmoniser la nomenclature, la classification et les terminologies en médecine. Donc, ça va donc, de toutes les spécialités. Et même dans les 26 chapitres, toutes les spécialités s'y retrouvent. Donc, que ce soit la pédiatrie, la médecine interne, et même les non personnels, ceux qui ne sont pas personnels de santé peuvent l'utiliser du moment où ce sont même les data dans les FOSA qui renseignent le DHIS2 dans le cadre de la certification médicale des causes des décès. Ils manipulent la SIM 11. Il suffit juste d'être capacité et de pouvoir le faire. Il faut juste améliorer la qualité des données dans ce sens. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Annick Foulou. Merci encore. Je vois une question dans le chat qui demande est-ce que c'est possible que les experts nous forment à la déclaration? J'ai également la main levée du docteur Gacho. Docteur Gacho, je vais vous passer la parole en demandant à nos experts. Vous savez, nous avons des experts en background qui ont suivi le webinaire tout le long et qui vont également nous partager leur expérience et ce qu'on peut garder à l'issue de ce webinaire. Donc, docteur Gacho, vous avez la parole. Ok, Dr. Bilonga, bonjour et bonjour aux différents collègues. Je crois que Karine et Moussa ont dit un peu concernant la question sur la notification. Ils ont bien dit que l'autopsie verbale va commencer à partir du moment où le système est notifié du décès. Et bon, dans le cadre du Cameroun, euh, cette notification, comme on sait, les décès ne se cachent pas. Dès qu'il y a un décès, les gens vont crier, les gens vont pleurer. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est au courant qu'il y a un décès. Mais c'est juste que l'information n'arrive pas au niveau du système de santé. Et comment est-ce que ça doit se faire? Si les agents de santé communautaires. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère est en train de faire tous les efforts pour la redynamisation des agents de santé communautaire qui, ayant cette information-là, vont la notifier. J'aurais dit déjà également dans ce domaine-là que le ministère a notamment élaboré, comme vous le savez, le rapport mensuel d'activité des agents de santé communautaire. Il y a d'ailleurs le forum des soins de santé primaire et de la santé communautaire qui est prévu en octobre. Ça veut dire qu'en fait, la redynamisation de la santé communautaire va permettre que ces signaux qui sont en communauté soient rapidement captés. Et une fois que la notification a été faite, maintenant le processus d'analyse, d'identification de la cause de décès va suivre. Je voulais partager principalement deux réflexions en fait. En parlant d'introduction à la CIM 10, à la CIM 11 autant pour moi au Cameroun, moi je voyais deux enjeux principalement. On a un enjeu en termes de gestion du changement. Parce que vous savez, le médecin écrit le diagnostic dans le carnet du malade. Avec la CIM 11, il est question qu'il puisse écrire le code correspondant à cette maladie-là quelque part. Le quelque part, là, ça s'appelle le DHIS2. Ça peut être le dossier médical électronique. Donc, l'enjeu de l'introduction de la CIM 11 dans notre pays, c'est ce premier enjeu de gestion du changement. Et on ne part pas de zéro, puisque vous savez, l'introduction du DHIS2 au Cameroun, le Cameroun est l'un des pays qui était un exemple en Afrique dans l'introduction du DHIS2. On est passé de la notification papier à une notification à travers DHIS2. Donc, ça veut dire qu'on peut tirer expérience de cette gestion du changement-là pour la capitaliser dans l'introduction de la CIM 11 dans notre pays. Le deuxième enjeu que moi je vois dans l'introduction de la CIM 11 dans notre pays, c'est l'intégration du processus CIM 11 dans l'ensemble des processus qui sont en cours au niveau du ministère de la Santé. Et quand je parle de l'ensemble de ces processus, je parle par exemple du dossier médical électronique. Et je pense que vous le savez que le ministère a lancé en fin d'année dernière un appel international pour la mise en place du dossier médical électronique. Je pense également à la couverture santé universelle. Bon, vous le savez, c'est un processus qui a été lancé, le mécanisme assurantiel que le ministère a lancé en avril dernier. Il est donc question avec que ces processus-là soient intégrés. Et quand je parle de la couverture santé universelle, je vois en perspective la nomenclature des actes. Parce que ça, c'est un autre volet également qui va permettre le remboursement des prestations et notamment également au niveau du logiciel de gestion des remboursements. Donc, il est question d'intégrer, ça c'est le deuxième point, et je vais chuter là-dessus, donc d'intégrer dans tous ces processus-là et les intégrer, moi je voyais un chapeau. C'est le plan stratégique de santé numérique, vous savez, 2020-2024, il arrive à échéance. Il est question de refaire un nouveau plan et là, tout ce qui est outils numériques rentre dans le domaine de l'interopérabilité, dans laquelle vous avez les terminologies,
bien sûr, SIM 11, et les autres registres identifiants uniques, etc. Donc, ce sont les deux enjeux, pour résumer, que moi je voyais dans l'introduction de la SIM 11 dans notre pays. Voilà. Je vous D'accord, merci remercie. beaucoup, Dr. Ngacho. Nous voyons que c'est un sujet très intéressant. Ma modération souffre aujourd'hui parce que nous avons largement dépassé le temps, mais je pense aussi que j'ai laissé couler parce que c'était important. C'est une thématique qui n'est pas forcément connue pour tout le monde. Et nous avons là, c'est la plage aux experts. Monsieur Cédric Bella, il est déjà pressé, il a déjà la main levée. Docteur Foulois dit parmi ceux qui accompagnent le ministère de la Santé publique, il y a Vital Strategies et le coordonnateur pays, Monsieur Bella Cédric, il travaille depuis dans la mise en œuvre de tout ce qui est amélioration du système d'information sanitaire en ce qui concerne l'enregistrement des faits d'état civil. Donc, il appuie également le Cameroun dans la modernisation de son système d'enregistrement des décès. Comme les autres, il est également expert formateur CRVS et CMD. Il faut dire qu'il est démographe. Donc, Monsieur Cédric, vous avez la parole. Alors, merci, docteur Chanceline, pour la parole donnée. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une question, un débat pertinent, une thématique pertinente, aussi bien pour le pays que pour nous, Vital Strategies, ainsi que l'OMS depuis bientôt 4 ans, si on peut le dire comme ça. Alors, je voudrais participer un peu au débat sur la collecte des données en communauté, notamment l'autopsie verbale. Il faut dire que cette question a été longuement débattue et est toujours en débat. Et le docteur Zwan ne dira pas le contraire, est toujours en débat avec le ministère de la Santé sur quelle est l'approche, quand est-ce qu'on lance cette option de collecte des données en communauté. C'est vrai, l'information sanitaire capte approximativement seulement 30% des décès qui surviennent, mais de l'expérience qu'on a d'autres pays qui ont implémenté l'autopsie verbale, notamment le Rwanda, la Tanzanie, il est question de capter d'abord même les décès qui surviennent en formation sanitaire. On l'a dit, tous les orateurs l'ont dit, le Cameroun n'a pas de données sur les décès. Donc, même les décès même surviennent en milieu hospitalier, on n'en a pas. Donc, du coup, de commun accord avec le ministère de la Santé, il était question de ne pas disperser les forces dans un contexte de ressources limitées. Donc, du coup, se lancer en même temps sur les décès survenant en milieu hospitalier et les décès survenant en communauté, voilà, on n'est pas sûr d'être efficient. Donc, la stratégie était rouler d'abord le processus de collecte des données et les décès survenus en milieu hospitalier avant d'adresser la question d'autopsie verbale qui, pour le dire, sur la base des expériences d'autres pays, nécessite beaucoup de ressources et dont les données parfois ne sont pas de très bonne qualité pour pouvoir, in fine, prendre des décisions de politique de santé. C'est la raison pour laquelle l'idée, c'était de capter d'abord ce qu'on peut facilement capter au regard des ressources limitées. Donc, voilà un peu ma question sur ma position sur le débat sur autopsie verbale versus certification médicale des causes de décès. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est un autre défi. Le défi lié à la thématique qui nous concerne aujourd'hui sur le module SIM11. Les précédents orateurs l'ont dit, le module SIM11, c'est un outil dans un processus. Et ce processus, c'est le processus de gestion du décès. Au Cameroun, malheureusement, on a les décisions qui instituent les formulaires, qui instituent les outils, mais on n'a pas pour le moment une décision qui institue le processus de gestion des décès. Donc, c'est un défi majeur pour notre système. Une fois qu'on a mis en place les outils, mais également, il faut, par exemple, le gars qui est à l'hôpital, que ce soit le médecin, que ce soit le responsable de la formation sanitaire, quand un décès survient,
comment est-ce qu'ils gèrent ce décès-là, qu'on puisse enregistrer le décès. Moi, je pense que c'est également un des gros défis qu'on a pour cela. On a déjà aussi l'engagement au niveau stratégique, on peut le dire comme ça, parce qu'il y a des décisions qui ont été signées. Un autre défi, c'est également sur la base de l'expérience qu'on a de l'implémentation de ce processus depuis 2020, c'est l'engagement au niveau opérationnel. Par opérationnel, j'entends et les médecins et les responsables de formation sanitaire. Il faille qu'on trouve la bonne méthode pour enrôler ces gens dans le processus parce que, comme on le sait, le ministre peut signer ses décisions, on peut signer au niveau stratégique, mais au niveau opérationnel, il faut trouver par quel moyen engager ces acteurs au niveau opérationnel pour qu'on puisse avoir, in fine, nos données sur les décès ainsi que sur les causes de décès. Je peux m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Seydi, pour cet apport-là et merci encore pour tous les appuis que vous apportez au ministère de la Santé et même au gouvernement camerounais dans cette problématique. Forcément, c'est un début et nous allons continuer les discussions. Monsieur Yobdoy, monsieur le directeur, il est juriste, administrateur principal de la santé publique, un des experts nationaux, on va même dire un des experts internationaux en ce qui concerne la, vous voyez, je suis même déjà embrouillée. En ce qui concerne la surveillance de la mortalité, mais également tout ce qui est certification des décès, enregistrement des faits d'état civil. Donc, il a travaillé à la division de la recherche opérationnelle en santé pendant plusieurs années, après à la division des affaires juridiques et du contentieux, et il assure aujourd'hui les fonctions de chef de la cellule de suivi au ministère de la Santé publique. Il faut dire qu'il est le point focal pour la mise en œuvre de l'initiative Data for Health au Cameroun. Monsieur le directeur, merci beaucoup pour tout votre accompagnement et votre disponibilité dans ces différentes initiatives de renforcement de nos capacités. Vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice, pour la parole donnée. J'aimerais saluer la qualité des présentations qui ont été faites et qui rendent suffisamment compte de ce qui est en train de se déployer. Il faudrait dire que nous sommes dans un processus qui voudrait que le Cameroun puisse avoir des données de mortalité, mais pas que, susceptibles d'être exploitées localement pour pouvoir apporter la meilleure réponse santé à la véritable cause des décès, excusez-moi la tautologie. Mais il est question de savoir de quoi les gens meurent au Cameroun et comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. La question, in fine, c'est de se dire pourquoi on aura un programme sur le VIH? Pourquoi on devrait avoir un programme sur la nutrition peut-être? Pourquoi on devrait avoir un programme sur la tuberculose? Il faudrait des données de base qui permettent de dire que c'est cela. Et donc, dans ce processus, le ministère de la Santé publique envisage que pour chaque décès, soit d'abord constaté par un médecin. Donc, on a beaucoup parlé de décès communautaires. Qui, en communauté, peut certifier que quelqu'un est effectivement décédé? Le constat du décès est un acte médical qui devrait être posé par un praticien formé à cela. Donc, on parle d'une fin de vie, il faudrait que le praticien se prononce là-dessus. On doit constater un décès. Je suis convaincu qu'il y a des gens qu'on a certainement enterrés vivants dans ce pays parce que certaines pratiques coutumières font qu'on ne garde pas le décès, qu'on ne garde pas le corps longtemps, et ainsi de suite. Donc, constater le décès par un médecin, déclarer le décès à l'état civil, notifier le décès dans le DHIS2 pour la remontée des données statistiques, et maintenant certifier la cause du décès. Et c'est dans cette dernière portion que nous sommes en train de présenter aujourd'hui l'outil sur la certification, la classification internationale des maladies, sa 11e version. Donc, ça concerne le volet des causes de décès. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt sur la question des décès communautaires de l'autopsie verbale. Je pense que c'est une méthodologie tout à fait différente. Je pense que peut-être ECHO, avec l'appui de l'OMS, pourrait revenir là-dessus pour faire une session pour présenter, puisqu'il y a eu beaucoup d'intérêt sur la question. Mais essentiellement, Cédric l'a dit, nous sommes focalisés déjà pour formaliser ce qui se passe à l'hôpital, parce que le souhait est qu'il y ait moins de décès communautaires et que les gens viennent plutôt à l'hôpital où des experts peuvent constater le décès
et ces décès peuvent être enrôlés dans le système. Beaucoup a été dit, je voulais insister sur l'enjeu juridique. Même pour réduire les causes de décès, même pour réduire les décès en communauté, il va falloir que nous ayons une loi peut-être qui impose ou qui institue de nouveaux postes de notification, comme par exemple en communauté, comme par exemple dans les cimetières, où l'obligation avant d'inhumer ou bien un permis d'inhumer qui pourrait permettre que des données remontent au niveau communauté ou alors des registres des décès dans les villages ou près des chefferies peut-être, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a un décès quelque part, on sait parce qu'il y a des gens qui crient. On pourrait aussi utiliser les agents de santé communautaire à cet effet, mais il faut absolument qu'on ait sur le plan juridique un maillage du territoire qui permette que partout où un décès survient, qu'il puisse être notifié. Ce sera la porte d'entrée pour l'autopsie verbale. Mais maintenant, sur le plan juridique, Cédric l'a soulevé tout à l'heure, il va falloir que nous ayons des textes qui disent aux praticiens, dans le public comme dans le privé, lorsque vous avez un décès hospitalier, voilà la procédure. Lorsque vous avez un décès, arrivé décédé, c'est-à-dire quelqu'un qui est décédé en communauté, mais qui a été convoyé à l'hôpital, voilà la procédure. Je pense que ce serait la plus forte recommandation à la fin de cette session, qu'on ait un cadre juridique comme tel. Pour l'instant, nous travaillons à renforcer les capacités de transfert d'informations sanitaires. Ces 35 formations sanitaires sont l'échantillon national qui a été tiré. Ces 35 formations sanitaires ont déclaré en 2023 le tiers de la mortalité dans le DHIS2. Donc, ça fait un tiers des décès. Nous allons monitorer ces formations pour qu'elles puissent certifier leur décès et que sur la base de cela, lorsqu'il faut présenter des données, qu'on puisse présenter à partir de là. Le ministre de la Santé publique a monté toute sa volonté à pousser cet aspect. La décision sur la certification a été signée, les outils sont disponibles. Il est juste question aujourd'hui que chaque responsable de formation sanitaire s'implique pour organiser le système à la base pour que la certification se fasse effectivement. Et il est question que nous allions vite, que les revues de décès aussi se tiennent dans les formations sanitaires, ce qui est une recommandation du ministre qui n'est pas totalement effective sur le terrain. Mais le monitoring devrait nous permettre, avec tous ces outils et tout ce maillage, d'aller sur le terrain. Donc, c'est l'occasion pour moi de saluer encore les efforts de la plateforme ECHO et de la DELMEP qui travaille sur l'assurance en mortalité, de vulgariser ces outils, parce que plus on en parle, plus les gens prennent conscience et plus nous sommes convaincus que sur le terrain, les outils vont être mis en œuvre et que bientôt nous commencerons à avoir des données qui remontent. Merci pour la parole donnée. Merci beaucoup, directeur, de nous avoir éclairé davantage et surtout d'avoir mis en lumière cette problématique sur l'environnement juridique qui encadre nos pratiques de santé publique. Nous voilà donc arrivés au terme de notre webinaire qui portait sur l'introduction de la classification internationale des maladies. Donc, nous allons retenir que c'est possible de faire cette classification-là. L'outil existe, il est facile à utiliser et des initiatives ont commencé au Cameroun à implémenter cela avec la perspective de passer à échelle et aussi d'avoir des données de qualité en termes de morbidité et de mortalité. Il faut également retenir que la mobilisation de tous est nécessaire. La mobilisation de tous est nécessaire. Que ce soit les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, le secteur privé, la communauté, nous devons nous mobiliser pour pouvoir donc contribuer sur le plan international aux données en ce qui concerne donc la classification des maladies. Et je vais peut-être terminer en disant que les perspectives en dehors des aspects juridiques, c'est de continuer à renforcer les capacités. Il y a des options de formation en ligne qui existent, comme cela a été dit, mais docteurs doivent prendre l'engagement de continuer à former sur le terrain avec l'appui de Vital Strategies, de l'OMS et tous les experts qui ont intervenu dans le chat et qui participeront probablement aux prochaines sessions. Je vais donc terminer ici en remerciant sincèrement tous les orateurs OMS, tous les niveaux, nos experts nationaux, internationaux, mais surtout les participants sans qui ce webinaire n'est pas possible. Si vous n'êtes pas là, nous n'aurons pas à qui parler. Donc, il y aura prochainement une autre séance, c'est dans 2 semaines et forcément, ça va porter sur la surveillance de la mortalité. Les détails vous seront
préciser. Merci à l'équipe technique qui est en bas. Grand